Oui, alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la médecine? Ça a été un peu par hasard, parce que initialement, je voulais faire tout autre chose. Je voulais entrer à Polytechnique, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que l'école Polytechnique était une école militaire, qu'il y avait des guerres où on envoyait des promotions entières. J'ai donc décidé de faire autre chose. Et la première année où j'étais à Lyon, j'ai fait ma première année de droit et en même temps le PCB. Et comme les copains étaient plus sympas en PCB et qu'ils allaient faire médecine, je suis parti en médecine. Voilà comment j'ai choisi la médecine. Alors ensuite, pourquoi la néphrologie? Parce que mon père était mort quand j'étais gamin, je n'avais pas d'argent, il a fallu que je trouve un moyen de vivre en faisant mes études et je suis entré comme interne de porte à l'hôpital de l'Anticaille. Et à l'hôpital de l'Anticaille, à ce moment-là, est arrivé le premier rein artificiel qui était le rein Necker pour traiter les malades aigus. Et comme j'avais l'esprit plutôt technique, je me suis intéressé à cette méthode et c'est comme ça que je suis tombé dans la dialyse. Et puis après, il faut savoir que quand Scribner a mis au point le shunt artério-veineux qui permettait de faire de la dialyse plus prolongée, le but était d'améliorer la possibilité de traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Mais il a traité un premier malade chronique qui était Clyde Shields sur une erreur diagnostique. On croyait que c'était un aigu, en fait c'était un chronique qui ne reprenait pas sa fonction rénale. Il est de mieux en mieux. C'était en 1959 et Scribner a eu l'idée de traiter les malades chroniques. Et là-dessus est arrivé en 1961, je crois, le Congrès international d'Évian. Et Scribner a annoncé que depuis plus d'un an, il traitait des malades chroniques. Il a obtenu le crédit pour en traiter 4. Et il a dit que ces malades ne reprenaient pas leur fonction rénale, mais que leur santé s'améliorait. Scribner a annoncé ça en fin de journée. Il y avait peu de monde dans la salle. Je crois qu'il y avait Jules Trégère et Gabriel Richer. Et Trégère, qui était un jeune patron, s'est tout de suite intéressé à ça. Et je me souviens, quand il est revenu à Lyon, il était très excité et il m'a dit « Laurent, il faut commencer tout de suite ». Et en juin 1961, j'ai mis en dialyse le premier malade chronique qui était un professeur de la faculté de droit, qui était un jeune type, et qui a vécu 32 jours, et c'était une victoire. Et puis après, on a pris une petite jeune fille qui était étudiante en lettres, qui a vécu 8 mois. Mais nous faisions la dialyse avec le rein Necker, c'est-à-dire sans possibilité d'ultrafiltration, sans possibilité de négativer le poids et de maîtriser la pression artérielle. Cette fille a vécu 8 ou 9 mois. C'était vraiment une victoire. Mais aux États-Unis, les gens vivaient depuis des années. Donc ce qui était notre victoire était aussi un échec dont il fallait analyser les causes. Et les causes, c'était que nous n'avions pas le matériel adéquat. Nous n'avions pas de téflon pour faire des shunts artério-veineux. Nous n'avions pas les machines que Scribner avait mises au point avec la société Sweden Freezer à Seattle. Et nous ne pouvions pas, logiquement, traiter des malades chroniques. Et c'est là qu'intervient l'amitié franco-italienne, puisqu'un jeune Italien, Marcello de son prénom, est venu à Lyon pour qu'on le traite. Sa famille qui fabriquait des cordes était une famille très riche et il a acheté tout le matériel pour l'hôpital de l'Anticaille et pour son hôpital en Italie pour que nous mettions en dialyse ce garçon qui malheureusement est mort d'une maladie qui nous menaçait à l'époque à cause des transfusions, qui était l'hépatite. Et Marcello est mort d'une hépatite au bout de 1 ou 2 ans de traitement. Mais cette famille italienne nous avait doté du matériel qui nous a permis un nouveau démarrage de la dialyse en 1962
avec 4 nouveaux malades, dont l'un a vécu pendant 22 ans. Donc c'était le vrai démarrage de la dialyse. Ce que j'ai fait, ça serait à refaire, je le referai. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits, y compris celui de quitter l'hôpital pour pouvoir m'exprimer vraiment selon mes idées dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique, avec les idées que j'avais qui étaient la maîtrise du poids sec, la dialyse qui permet une bonne alimentation et la dialyse qui permet de vivre normalement en la pratiquant la nuit pendant le sommeil. Donc je ne regrette pas. Et tu me dis que je suis tombé amoureux de la dialyse, j'en suis toujours amoureux. Oui, alors j'y vais. La médecine, on a toujours considéré que c'était l'affaire des médecins. Mais les médecins, ils sont quoi? Ils sont des savants, tout au moins ils se considèrent comme des savants, et ils ont des armes. Alors leurs armes, c'est prescrire, proscrire et dominer. Et plus on proscrit, plus le malade risque de sortir des proscriptions. Et s'il va mal, ben ça sera sa faute, puisqu'il n'a pas fait ce qu'on lui disait. Et pour la prescription, c'est pareil. Et dès qu'on parlait, dès qu'on imaginait que des non-médecins entrent dans la médecine, c'était un sacrilège. Or, on a vu apparaître, avec les techniques de dialyse, la médecine technique. Ça veut dire qu'on a pu analyser ce qu'était la fonction rénale, qui est une filtration. Pour filtrer, il faut une membrane. Et on avait vu, on avait observé, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le progrès en médecine est fait de quelques rares découvertes, mais d'une infinité d'observations. Alors une observation qu'on avait faite, par exemple, c'est sur l'œuf de limace. Moi, je ne savais même pas que les limaces faisaient des œufs. Et quand on met un œuf de limace dans de l'eau salée, l'œuf de limace devient de plus en plus petit parce que l'eau sort à travers sa membrane. Si on le met dans de l'eau pure, la densité du corps de l'œuf est plus grande et l'œuf grossit, et il va éclater. Alors on a vu qu'il y avait une possibilité de passage de liquide et de passage d'ions à travers les membranes. Et on avait fait la première expérience qui était avec une peau de mouton. Si on sépare un récipient en deux avec une peau de mouton et on met de l'eau des deux côtés, les niveaux sont égaux. Si on met du sel d'un côté en grande quantité, le niveau va monter parce que la pression osmotique va attirer l'eau de l'autre compartiment. Et on mesurera la différence de hauteur, c'est la pression osmotique. Et puis petit à petit, les ions chlore et sodium vont passer à travers la membrane qui est la peau de mouton. La concentration deviendra la même et les niveaux vont de nouveau s'équilibrer. Si par contre on met des grosses molécules, de l'albumine ou autres grosses molécules, le niveau va redevenir différent et il va rester différent. Parce que ces molécules ne passent pas la membrane. Et c'est ce qui représente ce qu'on appelle la pression oncotique. Alors, après avoir fait toutes ces observations, on a pu imaginer qu'on pourrait faire passer à travers une membrane qu'on appelle semi-perméable ce qui intoxique le sang. Et on savait que dans l'insuffisance rénale, l'intoxication était due à quoi? À tout un tas de produits, dont l'urée. On parle de l'urée parce que c'était la plus facile à doser. Et alors, initialement, on a fait des expériences de ce qu'on appelait la vividiffusion. On prenait du sang d'un urémique, on le faisait passer dans une membrane et puis on le réintroduisait. Mais pour cela, il fallait qu'il soit incoagulable. Et on utilisait l'irudine, qui est une sécrétion de sangsues.
mais il en fallait des sangsues pour arriver à traiter une masse de sang. Et en plus, l'iodine était mal tolérée. On ne pouvait pas l'injecter impunément à tout le monde. Et c'est là que Maclean avait découvert l'héparine, qui est devenue d'usage clinique possible, et qu'est venue l'idée d'utiliser l'héparine pour faire de la dialyse plus intense. Et l'homme qui a découvert la possibilité de faire vraiment de la dialyse, qui a fabriqué une machine, c'est Wilhelm Kolff, qui en 1947, à Kampen, en Hollande, a réussi avec le directeur de l'école de l'usine d'émail de Kampen, c'était après la guerre, il a réussi à faire une machine qui était un cylindre en bois, parce qu'il avait une formation de charpentier, il aimait travailler le bois, et il a fabriqué avec Van Norlik une machine avec une spire. Il voulait, pour mettre le sang, une membrane semi-perméable en boyau, et il a trouvé une spire en cuprophane qui était fabriquée par Bemberg pour fabriquer des saucisses à Francfort. Et il a utilisé la membrane à saucisse, et il a d'abord fait des séances où on lavait du sang et on le réintroduisait aux malades. Et puis après, il a eu l'idée géniale de faire une voie d'abord pour piquer le sang, pour prendre le sang, et une autre pour le restituer. Et c'est là qu'il a eu sa première guérison d'une femme, je crois que c'était en 1947, même si des publications ultérieures ont dit que éventuellement elle serait guérie sans cette séance, sans ces séances de dialyse, elle en a eu 5. Ça a quand même été non seulement un succès médical, mais surtout un succès de la science médicale, car Kolff l'a publié, et il l'a publié dans la Nouvelle Presse Médicale en France. J'ai l'article. Et dans cet article, il dit tout sur la dialyse. Mais alors en France, on s'est drapé dans la dignité, les médecins savants traitaient les gens qui voulaient faire de la dialyse de petits mécaniciens, et ils disaient on a tout pour soigner les néphropathies, on a été arrivé les anti-inflammatoires, les corticoïdes, et ils disaient on peut les soigner, on n'a pas besoin de ces machines. Et les mécaniciens dans la médecine, qu'est-ce que ça vient faire? Et alors il y a eu une levée de bouclier. Et Kolff a quand même fait développer sa machine, et il a publié les plans, il a donné des machines aux gens qui en voulaient. Et en France, on a eu la chance d'avoir un homme qui était Maurice Dérault, qui a envoyé son élève Marcel Legrain chez Kolff, et qui a installé à l'Hôtel-Dieu à Paris une machine de dialyse, je crois dans les années 47-48, je ne serai pas très précis à ce sujet-là. Et ainsi les mécaniciens avaient marqué un point dans la médecine en France. Et moi, pour ce que j'ai connu, c'est qu'en 1959, M. Trégère, qui était un jeune chef de service à l'hôpital de Nanticaille, a acheté une de ces machines, qui est un modèle qu'on appelait de Necker, parce qu'entre-temps, l'hôpital Necker en avait acheté une, et Gabriel Richet l'avait modifiée pour la rendre plus utilisable, plus fonctionnelle, et la faire fabriquer à Paris par la société Usifroid. On a donc eu en France un équipement français qui était utilisable pour traiter l'insuffisance rénale aiguë. C'était une aventure à l'époque, parce que pour traiter un malade, il fallait d'abord faire une dénudation veineuse à la cuisse pour monter une sonde juste dans la veine cave. Il y avait des pompes qui pompaient le sang, une autre dénudation au bras pour restituer, et puis il fallait surveiller l'équilibre entre les pompes, car on pouvait saigner le malade dans la machine. Et moi qui ai utilisé cette machine, je peux vous dire que je passais toute ma séance de dialyse, le nez collé sur le plexiglas qui recouvrait la roue, pour voir si les spires ne gonflaient pas. Mais on a guéri des malades qui avaient des insuffisances rénales aiguës, que Richet appelle réversibles, à juste titre,
et on a guéri ces malades. Mais dès lors qu'on s'apercevait qu'il s'agissait de malades chroniques, eh ben c'était fini. On ne va pas les dialyser ad aeternum, surtout que quand on était habile et qu'on avait de la chance, on pouvait faire 6 à 8 séances. Mais après, les saphènes coagulaient, il y avait des thrombus, etc. Et c'est là qu'intervient le génie de Scribner. Scribner était administrateur de la Bell Ring Company, Bell de Belding. C'était sa famille qui avait une société de téléphonie. Et un jour, il était à une réunion du conseil d'administration à Seattle. Je crois que c'était à Seattle, je n'affirmerai pas. Et en sortant, c'était un jour où il pleuvait, et il voit dans la cour de cette usine des rouleaux de matière plastique. Il y en a qui étaient mouillés, et il y en a d'autres qui restaient secs alors qu'il pleuvait. Il a demandé aux ingénieurs pourquoi ceux-là se mouillent et pas ceux-là. Les ingénieurs ont dit qu'il doit rester dessus de la graisse après l'extrusion. Et Scribner s'est fait remettre un mètre de chaque tube. Et rentré dans son labo, il les a dégraissés à l'éther. Il a mis du sang dans l'un et dans l'autre. Dans le tube qui se mouillait, le sang était coagulé au bout de 2 minutes. Et dans l'autre tube, il n'a pas coagulé jusqu'au lendemain. Et l'autre tube, c'était du téflon. On avait oublié qu'en 1938, en France, le dénommé Plouquet avait décrit les vertus du tube téflon, qui était la non-mouillabilité. Et à cause de cela, on utilisait le téflon pour faire des isolants de tubes téléphoniques. D'où la rencontre de ces tubes avec Scribner. L'industrie n'a pas été idiote, elle l'a tout de suite compris, et ils ont fabriqué des poêles à frire revêtus de téflon, qu'on a appelé en France les poêles Tefal. Et Scribner a fait des tubes pour mettre au point le shunt artério-veineux, dans l'idée initiale de traiter les malades aigus, mais de pouvoir les traiter plus longtemps, car il y en a qu'on laissait mourir parce qu'on était obligé d'arrêter la dialyse. Et il avait, c'est là, je racontais tout à l'heure, qu'il avait ce malade que j'ai bien connu, qui m'écrivait chaque année, qui s'appelait Clyde Shields, et qui était en dialyse, qui ne reprenait pas sa fonction rénale, et ça a été le premier malade dialysé chronique, c'était il y a 50 ans. On va faire à Seattle une fête pour ce 50e anniversaire, et Scribner a obtenu du département d'État un crédit pour traiter 4 malades, et il a pu mettre 4 malades en dialyse des chroniques. Et c'est là ce que je racontais tout à l'heure, que Richer et Trégère, Richer avait invité Scribner à la Société internationale de néphrologie à Évian, et Trégère a été frappé par cette annonce, et avec la volonté qu'il avait, il a voulu qu'on la mette en route tout de suite. Et le premier malade que j'ai dialysé, j'ai fait le shunt en polyéthylène. J'allais le rincer toutes les 3 heures parce qu'il coagulait, mais je n'avais pas de téflon. Et alors après, on a pu avoir du téflon en 61, fin 61, et j'ai appris à faire les shunts, et je fabriquais les shunts, et on a pu traiter la première série de malades dès 1962. Oui, alors au début, lorsque on a eu l'idée d'extraire du sang les éléments toxiques qui caractérisaient l'insuffisance rénale, il fallait d'abord une membrane. On a utilisé le péritoine de veau, puis après on a fait des membranes synthétiques. C'était le collodion. L'intérêt du collodion, c'est qu'on pouvait faire des surfaces plus grandes et que c'était plus résistant. Et puis après, pour la pratique clinique, c'était quand même un peu difficile. Il fallait un anticoagulant, donc l'iodine. On pouvait laver un petit peu de sang, et on appelait la vividiffusion le fait de prélever avec une seringue 200 ou 300 millilitres de sang,
de les laver sur ces membranes et de les réinjecter. Mais ce n'était pas d'une grande efficacité. Ça a été utilisé pour traiter des intoxications médicamenteuses, mais ce n'est pas une vraie dialyse. Et c'est la Kolff qui a eu l'idée Oui, alors Kolff, au début, prélevait du sang, le lavait, le réinjectait. Un jour, il a eu l'idée de faire un circuit continu en faisant une dénudation d'une veine et qui devait envoyer le sang dans la machine et une autre veine pour le retour. Et là, c'était une pratique que nous avons eue pendant des années où on dénudait une veine à la cuisse, on introduisait un cathéter jusque dans la veine cave et lorsqu'on avait introduit dans la veine cave, on faisait une dénudation au niveau du bras pour le retour. Donc c'était une dialyse continue. Et là, il a eu les premières guérisons de malades grâce à cette technique. Mais on pouvait faire, d'abord c'était une aventure. Moi je me souviens, j'ai fait ces dialyses avec ces dénudations. C'est un énorme travail. Et quand on était bien habile, on arrivait à faire 6 à 8 séances de dialyse. Puis il y avait des coagulations, il y avait des infections, il y avait des problèmes qui surgissaient. Et je me souviens de malades qu'on a été obligé d'abandonner parce qu'on ne pouvait plus les dialyser. Et c'est là que Scribner a fait cette découverte par l'esprit d'observation. Un jour, il était dans une réunion dans une société de téléphonie et il a vu des tubes qui étaient sous la pluie. Certains se mouillaient, d'autres étaient immouillables. Ils ne retenaient pas l'eau. Il a demandé aux ingénieurs l'explication et on lui a répondu qu'il y avait peut-être de la graisse qui résultait de l'extrusion et qui faisait que le tube ne se mouillait pas. Alors il a demandé 1 mètre de chaque tube, les a ramenés chez lui, les a dégraissés à l'éther et il a constaté que les tubes qui ne se mouillaient pas, si on mettait du sang dedans, le sang ne coagulait pas. Et les tubes qui se mouillaient, si on mettait du sang, ils coagulaient dans les meilleurs délais. Alors, les tubes qui ne se mouillaient pas, en réalité, c'était du téflon. Et déjà en 1938, un ingénieur de Dupont qui s'appelait Plouquet avait dit que le téflon était une matière non mouillable. C'est la raison pour laquelle on l'utilisait pour faire des peintures anti-rouille et pour laquelle on l'utilisait pour faire des fils téléphoniques qui ne retenaient pas l'eau. Et l'industrie s'est emparée de la matière et c'est comme ça qu'on a fait les poêles à frire revêtus de téflon qui permettaient de faire de la cuisine sans matière grasse. Alors Scribner a donc fait des shunts avec ce téflon qui permettaient de créer des circulations extracorporelles à répétition et s'inédier. C'est-à-dire que si un malade ne reprenait pas sa fonction rénale, on pouvait continuer à le dialyser. Et c'est comme ça qu'un jour, il a reçu un malade qui s'appelait Clyde Shields. Il lui a fait un shunt, il l'a mis en dialyse. Et au bout d'1 mois, Clyde Shields n'avait pas repris sa diurèse, mais il allait de mieux en mieux. Et c'était en 1959, c'était le premier malade chronique dialysé. Au départ, on ne pensait pas que ce soit un chronique, et c'était un chronique. Scribner a obtenu donc l'autorisation de traiter 4 malades avec les crédits d'État. Et ça a été les premiers malades chroniques dialysés aux États-Unis, à Seattle, grâce au shunt de téflon. Ultérieurement, avec Quinton, Scribner a encore amélioré la situation en faisant des shunts en silastique, qui est un caoutchouc de silicone thermoformé, et il a fait ces shunts qui nous ont rendu service pendant des années, qui avaient l'avantage d'amortir les à-coups
et de durer plus longtemps. Voilà l'aventure de la voie d'abord vasculaire qui, avant l'apparition de la fistule artério-veineuse, nous ont permis de traiter les malades tant aigus que chroniques. Oui, alors je ne parlerai pas des 2 premiers malades qui ont vécu vraiment les essais les plus difficiles. Le premier a vécu 32 jours et c'était une victoire parce qu'on l'a pris vraiment à la phase ultime. La deuxième a vécu 8 mois, mais on n'avait pas le matériel adéquat pour la dialyser et notre vrai départ de malades traités chroniques a été en 62. Alors, tous avaient une histoire extraordinaire. Je pourrais évoquer celle d'un jeune garçon qui avait été mis en dialyse pendant que je faisais mon service militaire. Quand je suis revenu, il n'avait plus de voie d'abord, ses bras étaient infectés, on ne pouvait plus le dialyser. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté cet ami italien qui était Sergio Giovanetti, qui faisait la diététique aprotidique, qui avait réussi à démontrer que pour avoir tous les aminoacides indispensables dans un régime de restriction protidique, il fallait avoir au moins 60 grammes de protéines par 24 heures. Et Sergio Giovanetti avait identifié les aminoacides indispensables et avait trouvé que tous étaient présents dans le blanc d'œuf, sauf la méthionine. Et avec un apport de 20 grammes de protéines par jour, c'est-à-dire du blanc d'œuf et un comprimé de méthionine ou deux, il arrivait à éviter la dénutrition protidique sans apporter un hypercatabolisme azoté. Il avait trouvé en Italie la possibilité de faire fabriquer, qu'est-ce qu'on peut fabriquer en Italie? Des pâtes. Alors il a fait faire des pâtes sans protéines, dont le nom était les pâtes à protéines. Et nous avons pu en avoir à Lyon. J'ai discuté beaucoup avec Sergio. Et ce malade qui s'appelait Jacques, il préparait son baccalauréat. Et je lui ai dit, ben voilà, on va te nourrir comme ça pour que tu puisses passer ton bachot. Et on l'a mis au régime de Giovanetti. Malheureusement, quand le baccalauréat approchait, l'insuffisance rénale était de plus en plus sévère et il aurait fallu le mettre en dialyse. Mais c'était dire qu'il ne pourrait pas passer le baccalauréat. Alors pour éviter cela, je l'ai traité au maximum en lui apportant des calories. Et je me souviens qu'à la fin, c'était toutes les heures, il cueillait la soupe de Porto avec un sucre. Et il a réussi comme ça à passer son baccalauréat. Et le soir du baccalauréat de l'écrit, je lui ai dit, il n'est pas question que je tienne jusqu'à l'oral. Tu dois avoir l'écrit du premier coup. Et le soir, je l'ai mis en dialyse. J'ai fait un nouveau shunt. Et il a bouffé, il a mangé au cours de la dialyse 600 grammes de pot-au-feu, un camembert tout entier, et il a bu une demi-bouteille de vin de Beaujolais. Et tout est bien passé. Et comme ça, il a pu reprendre sa dialyse. Et ce garçon était merveilleux. Après, on lui a fait un programme de dialyse normal. Et puis un jour, il m'a dit qu'en réalité, il faisait ses études de médecine, mais qu'en réalité, il aurait voulu être prêtre. Et qu'il faisait médecine, ce qui ne pouvait pas entrer dans le séminaire. Et c'est la raison pour laquelle, ultérieurement, en 68, il s'est fait greffer. On l'a greffé le 15 mars 68. Et en 69, il voulait entrer au séminaire. Je l'ai fait attendre jusqu'à la fin de l'année 69. Et il est devenu prêtre. Enfin,
son rein a été détruit. Il a eu un passage de 10 à domicile dans son monastère et il a eu une deuxième greffe et il a vécu, il est mort d'un infarctus du myocarde, mais il a vécu pendant 23 ans après le déclenchement de son insuffisance rénale. Voilà une histoire qui mériterait plus de détails pour être illustrée, mais qui montre combien c'est complexe et combien c'est difficile à vivre pour les malades et pour les médecins aussi, parce que c'était souvent très difficile à porter lorsqu'ils venaient me voir en me disant que son moral n'était pas bon, etc. Voilà une histoire de malade, et j'en ai 100. T'en veux d'autres? Alors des histoires plus récentes. Un jour, je reçois la visite d'une dame. Elle habitait à 500 km de Tassin, la demi-lune. J'étais à Tassin à ce moment-là. Elle prend rendez-vous avec moi, elle arrive, elle me dit voilà, j'ai une insuffisance rénale et j'ai choisi de venir me faire soigner par vous. Et puis, je l'examine. Elle avait une urée assez élevée. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Elle me dit, de toute façon, mon père avait cette maladie. Comme moi, il a fallu le mettre en dialyse. Et on lui a fait une fistule. Elle s'est bouchée le premier jour. Et il est mort à sa première dialyse. Et cette pauvre femme était complètement affolée à l'idée d'entrer dans la voie où son père était mort. Alors, j'ai commencé par la traiter, par améliorer sa condition de régime, lui donner des conseils, lui réabaisser. Et on a tenu 6 mois ou 1 an, je ne me souviens pas bien. Et puis un jour, elle est venue, et là vraiment, on était au bout des possibilités du traitement conservateur. Et il fallait la mettre en dialyse. Et alors, je la mets en dialyse, je commence par lui faire une fistule. Et comme j'avais l'habitude de faire les fistules le plus petite possible, comme l'avait dit Chimino et Brescia au début, de 8 à 9 mm, le soir, sa fistule était bouchée. Le drame, elle dit oui, c'est comme mon père. Alors le soir même, j'ai repris la fistule, j'ai fait un peu plus large, et ça marchait. Et puis, j'avais fixé que quelques jours plus tard, on faisait la première dialyse. Et là, cette pauvre femme était dans tous ses états. Elle disait, oui, je vais être comme mon père, je vais mourir à la première dialyse. Et elle était dans un état mais épouvantable, et on la comprend. Alors je suis allé la voir le matin, je lui ai dit, madame, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est quoi? J'ai dit, mais je vous le dirai ce soir. Elle me dit, non, il faut me le dire tout de suite. Non, non, je dis, c'est trop important, je vous le dirai ce soir. Et on commence la dialyse, elle dit aux infirmières, qu'est-ce que veut me dire le docteur? Je ne sais pas. Et le soir, dès qu'elle a eu fini sa dialyse, elle me fait appeler dans sa chambre. Et elle me dit, qu'est-ce que vous vouliez me dire d'important? Vous n'avez pas voulu me dire ce matin? Et j'ai dit, mais parce que je ne peux pas vous le dire ce matin. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas mort au cours de la première dialyse. Alors là, elle s'est mise à rire et ça a tout dédramatisé. Et cette femme, je l'ai installée en 10 à domicile avec l'aide de sa mère, qui était une personne qui n'était pas jeune, mais qui a bien aidé. Elle n'a pas pu venir à l'entraînement, sa mère, alors je jouais le personnage de la mère, ce qui fait que la malade m'appelait maman barbue. Et puis après,
elle a voulu affirmer qu'elle vivait toujours. Elle s'est mise à faire de la montagne un jour, elle a failli y rester. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'avoir une possibilité d'une greffe d'un rein à 8 compatibilités. On l'a greffé et maintenant, elle vit très bien avec un rein greffé. Et ça fait, je crois, 10 ans qu'elle est greffée et que sa santé est bonne, après 3 ou 4 ans de dialyse. Voilà des histoires de malades qui illustrent ce qu'est le trajet d'un médecin qui fait la dialyse, qui doit être proche des malades, souvent jusqu'à se faire manger, mais il faut se mettre à leur place, imaginer tout ce qu'ils peuvent ressentir, et c'est vrai que tous les jours, ils se demandent ce que sera demain. Et notre rôle a été de leur montrer que demain d'abord existerait et qui serait bon. Et que le rêve que nous pouvions avoir de les voir vivre normalement, eh bien, il se réalise. Oui, le rôle de l'amitié entre médecin et patient est énorme. Il faut d'abord sortir du schéma du médecin dominant, dominateur, qui considère forcément le patient comme son sujet. Et la meilleure façon d'en sortir, c'est de respecter le malade en l'éduquant. Et c'est là que l'éducation du malade est une chose essentielle. Le faire participer, le considérer comme un égal, et c'est ça l'amitié. Et l'amitié, eh bien, c'est toujours un peu difficile parce que les gens sont tellement différents. Il est facile d'avoir de l'amitié avec certains, il est plus difficile avec d'autres. Et le médecin doit veiller à avoir une relation d'amitié avec tous. Et qui est la relation qui lui permet de les faire sortir de leur position de sujet. Les malades ne sont pas des sujets, ils sont des acteurs. Et le médecin n'est pas un chef, il est un serviteur. Et il faut que les médecins comprennent qu'ils sont au service de leurs malades et qu'ils doivent avoir le souci de les éduquer, de les former, de les aider. Et là, c'est l'amitié, c'est ça la vraie amitié. Au début de l'histoire de la dialyse, j'ai eu des relations avec nos voisins italiens. Alors les relations avec les Italiens, elles ont été dès le début par une famille italienne dont on a soigné le fils quand on n'avait aucun matériel. Et cette famille nous a acheté tout le matériel qui était produit à Seattle pour pouvoir traiter les malades. Malheureusement, dans cette période où on faisait des transfusions aux malades, dans cette période où on n'avait pas la détection de l'antigène australien, ce garçon a attrapé une hépatite et il en est mort. Mais c'est grâce à la famille de Marcello qu'on a pu démarrer la dialyse des chroniques de façon sérieuse. Et puis il y a eu les médecins italiens. Alors le premier qui est venu tout au début, c'était dans les années 62-63, s'appelait Vincenzo Ferrioli. Il nous était envoyé de Parme par le professeur Migone. Et Vincenzo Ferrioli était un personnage assez extravagant. Tous les soirs, il fallait aller avec lui bouffer dans un bistrot à Lyon. Et c'était un homme à la fois chaleureux et un petit peu excessif en tout. Et il a même oublié de retourner en Italie. Il s'était marié, on est allé le marier en Italie, mais il laissait sa femme en Italie, lui il était à Lyon, et il rentrait jamais. Et le professeur Migone téléphonait pour dire quand est-ce qu'il revient, Vincenzo. Enfin, c'était très difficile. Et puis après est arrivé un jeune médecin de Torino qui s'appelait Giuseppe Piccoli, Beppe Piccoli. Alors, c'était un garçon très charmant. Et je me souviens, quand il est arrivé, il logeait à l'internat.
il vient dans ma chambre un matin et je lui dis, ah, BP, aujourd'hui il y a un putain de temps pourri. C'est une expression chez nous pour dire qu'il ne fait pas beau, putain de temps pourri. Il m'a regardé et il n'a pas compris. Et il a téléphoné à sa tante qui lui avait appris le français. Il lui a dit, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la putana? Et puis alors, on discutait beaucoup avec Piccoli et avec les autres qui venaient à l'Anticaille. Et tous les soirs, on se retrouvait dans ma chambre à l'internat et on discutait jusqu'à des heures très avancées en buvant des petits coups de gnôle. Et on s'entendait vraiment très très bien. Et avec BP, ça a été une coopération très agréable. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé dans cette période. Il est retourné à Turin et à Noël, il m'a envoyé un gâteau qui se consomme à Noël dans votre pays, qui était le panettone, qui était parfumé. Et chaque année à Noël, il m'envoyait un panettone. Et j'allais passer la fête de Noël chez ma mère et j'apportais le panettone de BP. Et tous les ans à Noël, on mangeait le panettone en pensant à nos amis italiens. Et moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec BP. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai voulu fonder la Société francophone de dialyse, j'ai souhaité qu'il y ait des Italiens. Et parmi les Italiens, le premier que j'ai contacté, c'est Piccoli, qui fait partie des membres fondateurs de la SFD. Et si où? Mais il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la poésie. La poésie, c'est un rêve, le rêve poétique. La poésie, c'est de voir un monde merveilleux. Quel est le meilleur rêve et la vie la plus merveilleuse pour un individu qui a une maladie dont il va mourir que de lui apporter l'espoir de vivre, de bien vivre. Et quelle est la meilleure poésie pour nous que de pouvoir apporter cet espoir, de pouvoir réaliser ce rêve. C'est ça la poésie de la dialyse. Donc nous sommes des poètes et nous vivons notre poésie. Tu es d'accord? Si. J'essaierai d'abord de savoir pour quelle raison il choisit la médecine. Est-ce qu'il choisit la médecine parce que son grand-père, sa mère, son père sont médecins? Ça, c'est malheureusement la voie la plus facile et la plus fréquente. Choisir médecine, on ne peut pas choisir médecine parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la médecine. Et je crois que pour qu'un jeune s'engage dans la médecine, il faut qu'il ait un certain idéal de service. Mais c'est dans tous les métiers. Un type qui se fait cuisinier, il a aussi l'idéal de servir en faisant de la bonne cuisine. Un type qui se fait ingénieur, il a l'idéal de servir en faisant des bons produits. Donc, médecine, ingénieur, agriculteur, c'est tous des métiers qui sont ce qu'on en fait. Donc, moi, je n'influencerai pas un jeune pour choisir. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut bien apprendre à l'école pour avoir la possibilité de choisir. Mais je ne leur dis pas ce qu'il faut choisir. Voilà. Quand je vois des jeunes, je les encourage à bien travailler à l'école. Et puis après, ils verront. Moi, je te dis, je n'avais pas du tout l'idée de faire de la médecine. Mais pas du tout. D'abord, je ne sais pas ce qu'est la néphrologie et je ne sais pas ce qu'elle sera. Pour moi, dans la médecine, la plus belle médecine, c'est la médecine interne. C'est la médecine générale.
Alors la néphrologie, mais d'abord c'est tellement divers la néphrologie. Tu as ceux qui font plutôt de l'immunologie, ceux qui font plutôt de l'histologie, ceux qui font de la thérapeutique, ceux qui font de la recherche. C'est un monde immense. Donc la médecine est tellement éclatée et tellement regroupée aussi que toutes les spécialités convergent et se réunissent. Quand on fait de l'immunologie, ça s'applique aussi bien au cancer qu'à la néphrologie, qu'à la dermatologie, qu'à tout un tas de recherches et de domaines. Donc tous ces domaines s'interpénètrent. Ce qu'il faut, ce qui est le plus merveilleux, c'est la médecine générale. C'est ce que j'appelle les chefs d'orchestre de la médecine. Et les autres étant des spécialistes qui sont pointus dans un domaine et qui doivent travailler sous la direction du chef d'orchestre, qui est l'interniste. Alors, dans ta dernière question, tu viens d'en faire la critique qui est la plus difficile. Tu dis c'est Laurent-centrique. Et effectivement, c'est ça la difficulté. Si j'ai écrit cela, c'est d'abord pour en avoir beaucoup parlé avec les autres qui me disent toujours il faut l'écrire, il faut l'écrire, il faut l'écrire. En particulier Gabriel Richer. Gabriel Richer, que tu connais, me dit il faut pas que cette mémoire se perde, etc. D'autre part, ce livre est un mélange qui est peut-être pas bon entre une espèce d'autobiographie et une histoire de la médecine, une histoire d'une part de la médecine. J'ai eu la chance de vivre la naissance de la dialyse. J'ai eu la chance de connaître Kolff. J'ai eu la chance de connaître Scribner. J'ai eu la chance de traiter les premiers malades en France. J'ai eu la chance de connaître les premiers Italiens qui se sont lancés dans l'aventure. Et alors, j'avais envie de l'écrire. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais envie de faire quelques réflexions sur la médecine, en particulier ce que je disais tout à l'heure, quel est le rôle des médecins? Est-ce que les médecins sont faits pour être des espèces de puissance vis-à-vis des malades qui seraient des serviteurs, qui seraient des sujets? Donc il y a tout un tas de choses que j'avais envie de dire. Alors, certains me disent que ce livre, on devrait le faire lire à tous les étudiants de 3e ou 5e année de médecine. Moi, je veux bien, parce que ça leur apprendrait que la médecine, c'est fait pour soigner, et c'est fait pour prendre soin, comme disait cette infirmière que j'avais formée. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont des choses à reconsidérer. Et tu dis Laurent-centrique, c'est vrai, mais moi je peux écrire que ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Mais je pense que c'est juste. Oui, mais alors j'hésite à le fractionner en deux. Un livre très technique sur l'histoire de la dialyse, qui serait dépersonnalisé, comment les choses sont arrivées, qui a fait quoi, etc. Une histoire sèche de la dialyse. Et puis peut-être un autre qui serait plus étoffé de ma sensibilité, qui serait mon autobiographie. Mais mon autobiographie s'intéresse qui à part moi? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai été marqué dans mon enfance, je te le disais tout à l'heure, par le combat pour protéger les minorités qui étaient en difficulté, comme les Juifs. J'ai été marqué par le fait que mon père il laisse sa peau et que je perde mon père à l'âge de 9 ans. Et donc je pourrais faire un livre sur mon autobiographie, mais enfin, ça n'a d'intérêt à la limite que pour moi. Pierre Roncaud tout à l'heure me disait que ce livre était trop long, qu'il faudrait arriver à l'amputer de 200 pages pour que les gens le lisent davantage. Mais je ne sais pas lesquelles pages il faut enlever. Il me dit qu'il y a trop de techniques. Oui, c'est vrai, peut-être, est-ce qu'il y a trop de techniques?
Mais j'ai raconté par exemple comment j'avais mis au point les premiers reins de quille, les premiers générateurs, etc. C'est peut-être que ça n'a pas d'intérêt, donc il faut que je le reconsidère comme ça. Mais pour le moment, bon, j'ai fait celui-là. Voilà. Je vais le lire et je te dirai. Tu le lis et tu me diras, mais ce qui m'intéressera, c'est que tu m'écrives après. Et que ce qui m'intéresse plus, c'est les critiques que tu pourrais faire dessus. Que tu me dises, il y a tel passage qui est mauvais, tel passage qu'il faut supprimer, tel passage qui est trop long, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la critique de ce que j'ai fait. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est l'aspect économique. Tu veux que j'en parle? Oui. La dialyse est un traitement qui coûte très cher. Dans tous les pays, on a des problèmes économiques. Et sous la pression de lobby, on a toujours pris les options qui sont les plus coûteuses. Alors, on pourrait réfléchir sur l'évolution de la dialyse. Lorsqu'on utilisait les reins de quille, qu'on remontait, on ne faisait pas de déchets et ça coûtait moins cher. Maintenant, on utilise des reins à usage unique. Ça fait beaucoup de déchets, beaucoup de dioxines et ça coûte beaucoup plus cher. Il y avait une équipe en France, l'équipe de Millon à Montpellier, qui a mis au point le système de réutilisation des reins à usage unique. Alors cette réutilisation, la technique actuelle permet de la maîtriser et de la sécuriser par un système de code barre qui permet de ne pas mettre le rein de monsieur A à monsieur B. Eh bien non. Les principes de précaution dont on va crever ont fait qu'on a dit interdit de réutiliser. Et ça, c'est une bêtise. Actuellement, quand je vois le prix de la dialyse dans les différents pays, en Italie, c'est un forfait hebdomadaire qui est différent suivant les régions, mais qui est de l'ordre de... Et en Italie, il y a un défaut dans l'établissement du prix, c'est fonction de la méthode de dialyse. On paiera plus pour l'hémodiafiltration que pour l'hémodialyse, etc. Bon. En Allemagne, c'est un prix, un forfait par typologie de malade. C'est déjà plus raisonnable. C'est de l'ordre de 500 €. En France, c'est suivant le lieu où on dialyse les gens. C'est-à-dire un petit jeune homme bien frais, qui n'a pas d'autre problème que son insuffisance rénale, si on le traite dans un centre, il sera payé comme un vieux diabétique, artéritique, etc., qui sera dialysé dans le même centre. Et la dialyse en France coûte 3 fois plus cher qu'en Allemagne ou en Italie. Et alors je trouve qu'on maîtrise mal la dépense de ce traitement et qu'on va aboutir un jour ou l'autre à la faillite de nos systèmes de protection sociale et que ce traitement qui au début, il ne faut pas l'oublier, pour des raisons économiques, était refusé à certains. En Angleterre, pendant longtemps, on ne dialysait pas avant 15 ans et après 55 ans. Alors si on ne veut pas qu'on revienne à des limitations qui d'ailleurs ne seraient plus acceptables, il faut maîtriser le coût de la dialyse. Et là, il y a une source, en particulier en France, d'économie à réaliser qui est considérable. Et puis, il y a actuellement l'évolution des centres de dialyse vers des industries multinationales. Et la plupart des centres de dialyse, maintenant, appartiennent à des firmes qui fabriquent le matériel de dialyse. C'est d'autant plus intéressant quand on remarque que ces firmes peuvent choisir l'endroit où ils font le bénéfice, dans le pays où ils utilisent le matériel ou dans le pays où ils le produisent. Et tu as ces firmes qui vont régler le marché de la dialyse suivant leur propre intérêt.
Et ça, je trouve que c'est très dommage. Alors qu'autrefois, la dialyse était faite avec une responsabilisation des acteurs directs. Voilà pour l'aspect économique, pour lequel il y aurait beaucoup à dire et sur lequel, malheureusement, les services de l'État ne se penchent pas, même dans un pays comme la France, où le trou de la sécurité sociale est de plus en plus profond. Oui, ce qui est beau, je ne sais pas ce que c'est qui est beau. Les gens souhaitent avoir du bonheur. Avoir du bonheur, c'est être heureux. Qu'est-ce que c'est être heureux? Alors on trouve des définitions. Être heureux, c'est, certains diront, c'est de ne pas avoir le temps ou l'envie de se poser la question de savoir si on est heureux. Et pour moi, le bonheur, c'est une matière particulière. Si tu as 5 euros dans ta poche, tu donnes 2 euros, il ne te reste que 3 euros dans la poche. Donc tu as perdu. Mais si tu as un peu de bonheur dans ton cœur, tu rencontres quelqu'un qui est un peu malheureux, tu lui parles et tu donnes un peu de bonheur, et toi tu en as plus. Ça veut dire que le bonheur, c'est quelque chose qui s'acquiert en se donnant. Et alors ça, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Et je me souviens, je faisais régulièrement des réunions des infirmières au centre de dialyse, des réunions sans projet, sans programme. Et un jour, j'avais parlé du bonheur et je leur ai dit ça. Et j'ai été frappé de voir que dans les jours qui ont suivi, plusieurs infirmières sont venues me trouver. Je leur ai dit, ça vous c'est facile, vous êtes des filles assez mignonnes. Le fait de sourire à quelqu'un dans la rue, c'est lui apporter du bonheur. Et j'ai été frappé de voir le nombre d'infirmières qui sont venues me trouver en me disant, on a fait ce que vous avez dit et c'est merveilleux. On a porté du bonheur et on en est plein. Et voilà une histoire qui m'a beaucoup frappé. Et puis dernièrement, je recevais un coup de téléphone d'un homme de Lyon qui est un grand humanisme, c'est le fondateur de Habitat Humanisme, et il était allé au Havre. Et il me dit, il me téléphone du Havre, il me dit, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, vous êtes de Lyon, est-ce que vous connaissez Guy Laurent? Je lui ai dit oui. Elle me dit, ah, il m'a appris un truc merveilleux. Elle était infirmière au centre. Et elle lui dit, il m'a appris que notre rôle, c'était pas de donner des soins, mais de prendre soin des gens. Et elle dit que ça lui avait guidé toute sa vie. Donc il est vachement important de centrer les gens sur un objectif, d'apporter du bonheur, de partager du bonheur, de prendre soin des gens. Voilà une histoire. Belle. Bella, bellissima. Oui, en réalité, moi qui ai connu le début de la dialyse, moi qui ai fréquenté Scribner, Scribner qui m'a beaucoup appris, surtout dans sa manière qu'il avait d'examiner les malades, de toucher les malades, pour détecter par exemple l'état d'hydratation. Il savait aller voir si un tissu était gonflé. Je le voyais faire sa visite. Il prenait le bras, il le soulevait pour voir si les veines se vidaient. Il faisait de la médecine clinique. Et au début de la dialyse, il dialysait les malades chaque 5e jour, 3 fois par quinzaine. Et puis il avait apparaître les problèmes, l'hyperhydratation, l'hypertension, le potassium, etc. Et il est passé à la dialyse 2 fois par semaine, de 12 heures. Et là, il a amélioré les conditions. Et puis après, il est passé
Et moi, j'ai commencé en faisant 2 fois 12 heures par semaine. Puis après, on a vu qu'en faisant 3 fois 10 heures par semaine, ça allait encore mieux. Et les malades avaient une diététique plus facile à suivre. Et dans ces conditions, on avait une façon de traiter les malades qui leur permettait d'aller de mieux en mieux. Et puis là-dessus, sont arrivées des nouvelles membranes qui étaient plus efficaces, plus perméables. Et on a dit, eh ben, ça permet de baisser le temps de dialyse. Oui. Alors on a fait des dialyses de 9 heures, de 8 heures. Et puis est arrivée la mode de la dialyse courte. Alors on avait sorti une membrane beaucoup plus efficace. Et on faisait de la dialyse très courte. On confondait la technique et la biologie. Parce que techniquement, on peut abaisser plus rapidement, mais il faut que le corps le supporte. C'est-à-dire qu'il y a la partie biologique qui est à mettre en parallèle avec la partie technique. Alors moi, à ce moment-là, j'ai dit on va attendre de voir les résultats. Les gens diminuent le temps de dialyse, mais je voyais déjà que les résultats étaient moins bons, qu'on contrôlait moins bien la pression artérielle. À l'époque, il n'y avait pas tous les médicaments antihypertenseurs, que les séances de dialyse étaient moins bien tolérées. Donc je suis resté fixé à la dialyse de 9 heures, 3 fois 9 heures. Alors j'ai été critiqué, on m'a dit que j'étais un dinosaure, que Tassin c'était Jurassic Park. Mais les malades à qui j'expliquais, je disais tout à l'heure, les malades, il faut leur expliquer. Ils étaient tous d'accord. Alors on m'a dit que j'étais un gourou. Mais n'est pas gourou qui veut. Parce que pour être gourou, ça prend du temps. Il faut parler aux gens, il faut leur expliquer. Et moi, je crois beaucoup à la parole et au toucher. Les malades, il faut les toucher comme ça. Et je crois beaucoup au rôle des doigts. D'ailleurs, dans l'histoire de la médecine, Babinski, qui n'avait pas le temps de parler aux gens, leur grattait les pieds. C'est comme ça qu'il a découvert les signes d'irritation pyramidale. Et moi, une fois, une malade vient me demander de lui imposer les mains. J'ai refusé. Pour moi, c'était... Et puis elle a insisté. À la fin, pour m'en débarrasser, je lui ai posé la main sur la tête. Elle a dit que ça lui avait fait tellement de bien. Après, il y en a d'autres qui venaient à poser moi les mains. Alors, je me marrais, mais j'ai pris l'habitude de toujours dire bonjour en posant la main sur l'épaule. Et en faisant ça, ça m'a attiré des réactions extraordinaires. Il y a un médecin que j'ai rencontré aujourd'hui qui avait un gros problème administratif, qui est venu me trouver pour que je m'en occupe. Je m'en suis occupé, on a gagné la partie. Mais un jour, je lui ai dit, pourquoi vous êtes adressé à moi? Il me dit, parce qu'un jour, on s'est rencontrés et en me parlant, vous m'avez mis la main sur l'épaule. Et vous étiez le premier qui me parlait comme ça. Donc je crois beaucoup à ça. Un jour, j'étais à un mariage. Il y a 2 jeunes femmes qui viennent me demander de leur poser les mains sur les épaules. J'ai cru que c'était une blague. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, mais on a vu que tous les gens à qui vous parlez, vous mettiez la main sur l'épaule et ça a l'air de leur faire du bien. Alors j'ai posé la main sur leur épaule. Elles étaient contentes. Et après, je leur ai demandé quelles étaient. Il y en a une qui était infirmière et l'autre était psychologue. Et elle me connaissait, mais elle ne savait pas que c'était moi. Donc c'était ça qui était drôle. Et alors, bien sûr, on s'est moqué de moi en disant Laurent le gourou. Et j'ai répondu, pourquoi pas, mais n'est pas gourou qui veut. Et alors, bien sûr, avec ma barbe, ça facilitait le jeu. Et un jour, il a été fondé en France une société de médecine psychosomatique. Et on m'a demandé d'y aller. Moi, ça me branchait pas bien. Je suis allé à cette réunion. Et là, j'ai eu affaire à une équipe de psychiatres, de psychologues, qui voulaient s'intéresser à la psychologie de la dialyse. Et qui ont fait le tour de table pour savoir pourquoi les gens étaient là.
Et moi, j'ai dit, ben, je suis là parce que on a beaucoup insisté pour que je vienne. Je n'avais pas envie, a priori, de venir. Alors, il y en a un qui s'est déchaîné, qui m'a dit, oui, ça ne m'étonne pas, Laurent, le gourou. Euh, D'ailleurs, vous portez la barbe pour ressembler à Dieu le Père. Alors j'ai dit, bon, ben, je vois à qui j'ai affaire. J'ai affaire à une bande de cons, je me casse. Puis c'est tout. Je n'ai jamais porté la barbe pour ressembler à Dieu le Père, mais pour gagner du temps le matin. Et pas être comme tous ces gens qui commencent leur journée en se faisant la grimace devant la glace. Voilà donc ce qui se passe. Et voilà pourquoi on m'a accusé d'être un gourou. Mais on n'est pas gourou quand on s'occupe des gens, quand on prend du temps pour leur parler, quand on s'occupe d'eux. Voilà.